Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 : L'environnement socio-professionnel. 1.1 Le cadre juridique. La loi française de juillet 1881 fut jusqu'en 1959 le régime juridique applicable aux médias nigériens. Dans la perspective de l'accession à l'indépendance nationale, 2 nouvelles lois sur la liberté de la presse ont été élaborées en juillet 1959 par les autorités nigériennes. Il s'agit de la loi numéro 59A135 du 1-8-1959 et de la loi numéro 74A24 du 21-7-1959 sur la liberté de la presse. Ces 2 textes étaient surtout remarquables par leurs dispositions sur les offenses et injures aux personnalités. La protection qu'ils accordaient aux personnalités et aux institutions explique sans doute leur maintien par le régime du président Hamani Diori entre 1960 et 1974. 3 années après son arrivée au pouvoir, le régime militaire compléta le cadre législatif et réglementaire par l'adoption de l'ordonnance numéro 77A13 du 21-7-1977 réglementant la profession de journaliste. L'environnement juridique des médias est resté en l'état jusqu'à la Conférence nationale souveraine de juillet 1991. Profitant de cette instance, les journalistes nigériens ont dénoncé le caractère scélérat des textes régissant la liberté de la presse au Niger. Idimama Koutoudi souligne ici la stratégie employée par les journalistes nigériens face aux délégués à la Conférence nationale. Dans les premiers jours de la conférence, les délégués de l'AJN et du SAINFO introduisent la question de la presse. Que réclament-ils ? Simplement la liberté. Celle de créer, en fait déjà acquise, mais aussi celle de manœuvre pour les journalistes des médias d'État craignant un retour de la censure lorsque la situation politique se stabilisera. Après avoir longuement entendu les professionnels des médias, la Conférence nationale avait décidé de prendre l'acte numéro 26 proclamant la liberté de la communication, complété par l'acte numéro 40 créant le Conseil supérieur de la communication, CSC. L'article 2 de ce texte accorde au CSC une place centrale en le définissant ainsi. Le CSC est une autorité administrative indépendante du pouvoir politique. Il a pour mission de donner des avis au gouvernement sur les problèmes relatifs à la communication, garantir l'indépendance des médias publics, garantir les libertés de communication et l'accès équitable des partis et syndicats aux médias d'État, assigner des objectifs aux médias et en contrôler l'exécution, gérer les bandes de fréquences et veiller aux normes techniques de diffusion, prévenir la concentration des titres, se prononcer sur les litiges relatifs à la liberté d'expression et de conscience, veiller à la promotion des langues et cultures nationales, délivrer la carte de presse. Pendant les 15 mois de la transition démocratique, les journalistes, notamment ceux de la presse publique, profitent du nouvel espace de liberté. Les 2 publications gouvernementales Le Sahel et Sahel Dimanche publient même des caricatures du Premier ministre et des membres du gouvernement de transition, provoquant l'ire du pouvoir. Dans plusieurs cas, des velléités de censure étaient apparues. Mais le pouvoir, qui redoutait la réaction des syndicats, n'avait pas osé aller plus loin que quelques coups de fil d'indignation passés au directeur général de l'Office national d'édition et de presse, ONEP, qui édite les 2 titres gouvernementaux. Dans le souci d'éviter tout retour en arrière, les professionnels nigériens des médias avaient mis à profit la période de transition pour rédiger de nouveaux textes destinés à consolider et à élargir l'élan de liberté. Des États généraux de la communication furent convoqués en septembre 1993 à Niamey avec le soutien du Canada, de la France, du Sénégal et de l'Institut Panos. 4 textes fondamentaux en sortent avant d'être présentés aux organes de la transition pour adoption. Au terme de plusieurs mois d'hésitation, le HCR et le gouvernement de la transition adoptent le 30 mars l'ordonnance numéro 93-021 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution du CSC, l'ordonnance numéro 93-029 portant régime de la liberté de la presse, l'ordonnance numéro 030 portant répression des infractions commises par voie de presse ou tout autre moyen de communication et ordonnance numéro 031 portant sur la communication audiovisuelle. Ce cadre législatif, inspiré par les journalistes,
réduit nettement les peines encourues en cas d'infraction et renforce la liberté de la presse. Les nouveaux textes sont alors bien accueillis par les médias publics, dont le principe de l'indépendance par rapport au gouvernement est réaffirmé. Aussitôt installées, les autorités élues après la transition démocratique ont mis beaucoup d'énergie à remettre en question la liberté de la presse. Sans avoir eu besoin de réviser la législation, le régime de l'Alliance des forces du changement AFC, pourtant issu d'élections démocratiques pluralistes, a accompli d'énormes efforts pour la remise en cause de la liberté de la presse en général et le retour de la mainmise du pouvoir sur les médias publics en particulier. Lui-même ancien directeur de la télévision nationale, Mahamadou Maïtourare Boulama témoigne ainsi de cette volonté. La première manifestation de la volonté du pouvoir politique à vouloir contrôler un organe de presse s'exprime dans le choix des responsables favorables ou proches de la sensibilité au pouvoir. Le Niger démocratique, dont l'histoire démarre le 16 avril 1993, ne déroge pas à cette règle. L'Alliance des forces du changement, AFC, une coalition de 9 partis, amena aux responsabilités de directeur général de l'ORTN un vétéran de la presse nigérienne, plusieurs fois responsable des organes de presse écrite d'État sous les précédents régimes militaires et le Parti uni. Ses collaborateurs directs au niveau de la télévision, directeur et chef des services des informations et des programmes, bien que n'étant pas de la même formation que lui, n'en sont pas moins pour leur part connus comme appartenant au PNDS, une des formations alliées de la CDS au sein de l'AFC au pouvoir. Au gré des crises au sein de cette coalition politique, ces mêmes responsables seront changés selon la même logique qui prévaudra du reste au lendemain des législatives de 1995 remportées par l'opposition. Le MNSD et ses alliés reconduisent la même pratique jusqu'au coup d'État militaire de janvier 1996. Un an après son installation au pouvoir à la tête du CSN, le président Ibrahim Maïna Xarabaré dote le Niger de la loi numéro 29 du 18 juillet 1997 portant liberté de la presse. En plus d'être essentiellement répressif, le nouveau texte rassemble les 4 ordonnances prises sous la transition démocratique en une seule loi sur la presse. Il définit le régime de la liberté de presse au Niger et énumère une longue liste de peines encourues pour délit de presse. Pour les professionnels des médias nigériens, il s'agit ni plus ni moins d'un code pénal bis. Le coup d'État militaire du 9 avril 1999, qui a entraîné la mort du président Ibrahim Maïna Xarabaré, s'accompagne quelques mois plus tard d'une nouvelle législation sur la presse. Le Conseil de réconciliation nationale, CRN, prend le 20 décembre l'ordonnance numéro 99/67 portant régime de la liberté de la presse. Ce nouveau texte de 87 articles précise des questions importantes telles que la qualité de journaliste professionnel, les organes d'information, les modalités d'accès à la carte de presse et ses avantages. Il indique que l'État nigérien va apporter une aide directe ou indirecte à la presse, tout en organisant la procédure à suivre devant les tribunaux en cas de délit de presse. 1.2 La qualité de journaliste. Définir le journaliste professionnel est un exercice problématique, même dans des pays de vieille tradition démocratique. Il est de toute évidence impossible de trouver une définition consensuelle pour tous, pouvoir, syndicats, professionnels des médias, citoyens. Parlant des apostrophes, une profession sans définition positive, Michel Mathien pose le constat suivant. Aucune définition universelle du journaliste n'est satisfaisante en l'état actuel. Un organisme international comme l'UNESCO ne s'est jamais engagé dans cette voie. Il respecte les modalités de reconnaissance de fait des organisations professionnelles, ou celles des États membres même quand elles existent. Rares sont des syndicats capables d'en proposer une capable de faire l'unanimité. De même pour les organisations non gouvernementales défendant la liberté de presse comme Reporters sans frontières ou Article 19. Au Niger, la définition du journaliste professionnel n'est véritablement devenue un enjeu qu'à partir de l'avènement de la démocratie, en 1990. Auparavant, les journalistes étaient des fonctionnaires au service de l'État qui les affectaient dans une de ces 3 entreprises de presse, la Radio nationale, la Télévision nationale ou l'Office national d'édition et de presse. L'État employeur des journalistes pouvait également les affecter dans les administrations centrales du ministère de l'Information,
ou à l'école de journalisme dont il est propriétaire. L'expérience de la démocratisation n'a pas ôté à l'État le pouvoir de définir de façon unilatérale la qualité de journaliste. L'article 12 de l'ordonnance 99A67 du 20 décembre 1999 le définit en ces termes. Est journaliste professionnel, la personne qui, dans une ou plusieurs entreprises de presse écrite, parlée ou télévisée, quotidienne ou périodique, accomplit le travail de collecte et de traitement de l'information et fait du traitement son occupation principale, régulière et rétribuée et en tire la majeure partie de ses revenus. Sont également incluses dans cette définition les personnes qui accomplissent dans les mêmes conditions un travail d'illustration de l'information, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle. Peuvent également prétendre à la qualité de journaliste professionnel les personnes titulaires d'un diplôme de journalisme et exerçant au sein des administrations centrales de l'État. La loi retient ainsi en même temps le critère d'activité, travail de collecte et de traitement de l'information et de revenus, occupation régulière et rétribuée et en tire la majeure partie de ses revenus. Dans la pratique, le critère de revenu pose des difficultés d'appréciation pour toute la presse privée nigérienne. Les journalistes qui y travaillent n'ont ni fiche de paye ni déclaration d'impôt. Dans chaque organe de presse privée, le journaliste émarge sur un cahier tenu par le comptable. Il perçoit une avance sur salaire en fonction de la situation de trésorerie du journal. Faute de salaire régulier, les journalistes nigériens sont très souvent obligés, pour survivre, d'avoir une activité parallèle qui leur rapporte souvent plus d'argent que le travail de collecte et de traitement de l'information. Ainsi, des professionnels nigériens de médias peuvent être propriétaires de petits commerces, de centres téléphoniques ou vacataires dans des écoles privées. D'autres journalistes sont propriétaires de bars, de taxis ou de cybercafés. Ces activités les excluent, en principe, de la définition légale du journaliste professionnel. On pourrait ainsi représenter les revenus d'un journaliste. Deux cas très précis peuvent être cités pour illustrer la difficulté à appliquer au Niger le critère de revenu. Il s'agit de celui de Maman Abou, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Républicain et propriétaire de la nouvelle imprimerie du Niger, NIN, la plus grande du pays. Monsieur Abou assume bénévolement les fonctions de directeur de publication du journal qu'il a créé pour, a-t-il dit, défendre la démocratie et favoriser une gestion saine des biens publics. Ses revenus sont assurés par ses activités de directeur général de la NIN. Au regard de la loi nigérienne, Monsieur Abou ne peut prétendre à la carte de journaliste professionnel. Mais la même loi dispose en son article 5, alinéa 1er, tout moyen de communication écrite ou audiovisuelle d'information générale doit avoir un directeur de publication, journaliste professionnel nigérien 14. Le cas de Maman Abou constitue un imbroglio juridique qui n'a pu être réglé à ce jour. Il en est de même pour Souley Hadji, maître assistant en sociologie à l'université de Niamey, qui cumule ce travail avec les fonctions de conseiller à la rédaction de l'hebdomadaire Alternative. Bien que son nom figure sur l'ours du journal, Monsieur Hadji ne peut prétendre à la qualité de journaliste parce que son traitement mensuel de maître assistant est nettement plus élevé que ses revenus de conseiller à la rédaction de Alternative. Dans certaines situations, la loi ne retient ni le critère d'activité, ni celui de revenu dans la définition du journaliste professionnel. 1.3 Le mélange de genres. L'ordonnance numéro 99A67 du 20 décembre 1999 accorde aux attachés de presse, aux conseillers en communication et autres catégories professionnelles la qualité de journaliste professionnel dès lors qu'ils ont un diplôme d'une école de journalisme. L'alinéa 3 de l'article 12 est très explicite à cet égard. Peuvent également prétendre à la qualité de journaliste professionnel les personnes titulaires d'un diplôme de journalisme et exerçant au sein des administrations centrales de l'État. Cette disposition donne au diplôme plus de force qu'à l'occupation et aux revenus. En vertu de cette loi, M. Amadou Ousmane était journaliste professionnel alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de cabinet adjoint du président de la République, de janvier 1996 à avril 1999. L'actuel directeur de la communication au ministère du Tourisme, Maïtourare Boulama,
bénéficient de la qualité de journaliste professionnel alors qu'ils n'exercent plus le métier dans une rédaction. Dans les deux cas, les concernés sont diplômés de l'Institut français de presse, IFP. Ce mélange de genre légal s'accompagne d'une autre confusion, observée dans la pratique professionnelle quotidienne. Ainsi l'animateur de radio, l'opérateur de saisie ou le correcteur se déclare et est considéré comme journaliste professionnel. Le public nigérien ne distingue pas les différents métiers au sein des organes de l'information. Pour lui, quiconque travaille dans un organe d'information est journaliste. La confusion est en réalité encouragée par la définition du journaliste dans les langues nationales nigériennes. Celle-ci ne distingue pas le journaliste de l'animateur, du correcteur, du planton du journal. La même expression désigne tous ces métiers. En Haoussa, Ma'aikasi Jarida, travailleur du journal, Ma'aikasi Radio, travailleur de la radio, Ma'aikasi Télévision, travailleur de la télévision. Le mot Dan Jarida, fils du journal, désigne de façon générique le journaliste, quel que soit le type de média pour lequel il travaille. Seule la délivrance de la carte de presse peut alors aider à distinguer les différents métiers à l'intérieur des organes d'information. 1.4 L'impossible délivrance de la carte de presse. Le souci de ne pas laisser au pouvoir public le soin de déterminer la qualité de journaliste a amené, dans de nombreux pays, les professionnels des médias à mettre en place des structures ad hoc pour la délivrance de la carte de presse. À Madagascar, la carte de presse est délivrée par l'Ordre des journalistes tandis qu'au Sénégal et au Mali, cette mission incombe au Conseil de presse, une instance paritaire regroupant les professionnels des médias, les employeurs, la société civile et l'État. Au Niger, l'ordonnance numéro 99A67 du 20 décembre indique en son article 16 que tout journaliste professionnel a droit à une carte d'identité professionnelle dénommée carte de presse, délivrée par le Conseil supérieur de la communication. Au sens de la loi, les critères d'activité, de revenus et de diplôme ne suffisent pas à obtenir de plein droit la carte de presse. Le professionnel qui souhaite avoir sa carte de presse doit constituer un dossier puis le remettre au Conseil supérieur de la communication, CSC. L'article 21 de l'ordonnance précitée définit très clairement la démarche à suivre. La demande de délivrance de la carte de presse de journaliste professionnel est adressée au Conseil supérieur de la communication accompagnée de pièces suivantes. Une copie d'acte de naissance ou de jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Un extrait du bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins 3 mois. Les copies des diplômes et qualifications professionnelles. Un certificat signé de l'employeur ou des employeurs précisant l'activité du postulant. Il y est mentionné l'indication de ou des entreprises de presse écrite ou audiovisuelle avec laquelle ou lesquelles le postulant collabore. L'indication le cas échéant d'autres activités rétribuées du postulant. L'engagement écrit de faire connaître au Conseil supérieur de la communication tout changement qui pourrait entraîner une modification de ces SIC déclarations antérieures 19. La loi ne soumet pas l'exercice de l'activité professionnelle à l'obtention de la carte. Elle stipule simplement en son article 18 que la présentation de la carte de presse de journaliste professionnel doit faciliter à son titulaire l'exercice de sa profession. Elle permet notamment de franchir les cordons de sécurité des services de l'ordre, d'accéder aux bâtiments publics, aux services publics et aux lieux d'un événement dont il aura à rendre compte, d'accéder à tout moment aux emplacements des aérodromes habituellement réservés aux voyageurs à l'embarquement et au débarquement, de bénéficier dans l'exercice de sa profession de la priorité au guichet des bureaux de PTT et pour l'obtention de communications télégraphiques, téléphoniques ou de télécopie. Sous réserve des nécessités d'ordre public, les autorités administratives et de police facilitent la tâche aux détenteurs de la carte de presse de journaliste professionnel. Modèle d'une carte de presse nigérienne. Les caractéristiques de la carte sont restées les mêmes d'une loi à une autre. Ce modèle a été délivré en 1997 par le Conseil de presse. Depuis la signature de l'ordonnance de 1999, le Conseil supérieur de la communication n'a pas délivré, dans des conditions consensuelles, des cartes de journalistes professionnels. Ainsi,
Il y a en circulation au Niger autant de cartes de presse que de journaux, radios et télévisions. Chaque journaliste travaille avec la carte de presse signée par son directeur de publication, son directeur de radio ou le directeur de sa chaîne de télévision. Cette situation crée un lien de subordination du journaliste à son organe employeur. Au Niger, on affirme non pas que M. X est journaliste au, mais M. X est journaliste du. Exemple. M. Keita est journaliste du Républicain, M. Diallo est journaliste de la télévision nationale, Mme Gado est journaliste de la radio Enfani. Lorsqu'il quitte l'organe qu'il emploie, le journaliste est tenu de rendre sa carte et d'en prendre une autre avec son nouvel employeur. Il est même fréquent d'entendre ou de lire des communiqués indiquant « Nous informons le public que un tel ne fait plus partie de notre organe d'information. » Par conséquent, notre rédaction décline toute responsabilité dans les actes qu'il peut être amené à poser. Dans bien des cas, le recours à cette formule intervient lorsque le journaliste a quitté son employeur dans des conditions inamicales. Il doit alors frapper à la porte d'un autre organe où le responsable peut poser ses conditions, avant de lui délivrer une carte de presse. Le pouvoir de délivrance de la carte que se sont octroyés les responsables des organes d'information a encouragé le nomadisme professionnel des journalistes nigériens. Un simple malentendu avec l'employeur est susceptible d'entraîner l'éviction du professionnel qui n'est protégé ni par le Code de travail, ni par la convention collective interprofessionnelle. Les dirigeants des organes d'information nigériens ont également utilisé leur pouvoir de délivrance des cartes de presse pour faciliter l'accès à la profession à des proches, des amis et des connaissances. Environ 45% des journalistes du groupe de presse Enfani sont originaires de Maïné-Soroa, la ville natale de Gréma Boukar, son fondateur. Pour les uns, le pouvoir de délivrance de la carte professionnelle reconnue au patron de presse a ouvert une profession restée fermée pendant très longtemps en raison de l'absence de tout cadre démocratique. Pour les autres, ce pouvoir a prostitué le métier en permettant, selon André Salifou, à tout le monde de s'improviser journaliste. Les tenants de cette dernière thèse soutiennent qu'il y a urgence à garantir aux journalistes nigériens une formation professionnelle. Chapitre 2 – La formation. L'État, unique propriétaire des médias et unique employeur des journalistes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.